Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été un pionnier du rap en un temps où ces sons faisaient du bruit pour d'autres raisons que la musique. Élargir votre partition à l'écran et à la scène vous permet encore et toujours d'être dans la note. Bonjour Stomy Bugsy. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes à l'affiche, on va en parler tout à l'heure, au théâtre du Gymnase, d'une pièce, vos débuts de comédien, une pièce que vous avez coécrit, qui évoque les tirailleurs sénégalais. Mais on va parler de votre carrière avant cette pièce, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 8 janvier 1984. Si ça vous dit rien, c'est pas, ça vous concerne pas directement. Ça concerne cette émission dont voici le générique, c'est sa première. Excellent. C'est Hip Hop avec Sydney, émission qui est un peu à l'origine de votre vocation. Émission phare, émission culte. C'était la première émission de hip-hop au monde. Oui. Aux États-Unis, ils n'avaient même pas encore une émission de rap. C'est fou, hein. Ça a été un choc, oui, avec Sydney qui présentait cette émission-là magnifiquement bien. Ils avaient des invités de prestige. Je crois qu'ils ont même eu Afrika Bambaataa, les DST, Fat Boys, entre autres Madonna. Ouais, c'était vraiment une émission particulière. Le dimanche après-midi sur TF1, vous vous rendez compte, en 84, une émission de... C'est incroyable. C'est incroyable, mais en plus elle a duré une saison et après il a essayé de proposer plus tard cette émission à d'autres chaînes qui ont dit le rap c'est fini. Encore des directeurs intelligents. Alors votre nom c'est Gilles Duarte. Stomy c'est je crois que c'est le premier label du rap. Et que Bugsy, ça vient de la mafia américaine, c'est exact? Exact, ouais. Stomy, j'ai enlevé un S parce qu'il y avait un fameux label de rap qui s'appelait Tommy Boy. Et leur personnage, leur logo, c'était des petits danseurs qui breakaient avec des bonnets. À l'époque, j'avais toujours un bonnet quand je breakais avec mon pote Rico. Et on a enlevé un M et on a rajouté un S, Tommy. Et Bugsy, oui, c'est pour Bugsy Siegel, le gangster qui a rêvé et qui a aidé à créer le premier casino à Las Vegas, alors que c'était encore qu'un désert. Voilà, ça s'appelait l'hôtel Flamingo. Et puis après, il a un petit peu mal géré son argent et il a fini assassiné à cause de ça. Ouais, il est tombé amoureux. Ça peut arriver. Il a fait un mauvais placement avec sa chérie. Ouais. Alors, vous êtes né d'une famille qui vient du Cap-Vert. Le Cap-Vert, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en face du Sénégal. Et les îles du Cap-Vert sont pas encore très touristiques, je crois. Il y a des îles touristiques comme Sal. Après, il y a des autres îles touristiques, mais plus tranquilles pour la randonnée, comme Sintinton. Et moi, l'île d'où je suis originaire, c'est l'île de Saint-Vicent, pour faire la fête. Mais c'est une île aussi plein de culture, plein de musique. Ouais. Il y a une fête célèbre là-bas, je crois, Stomy Bugsy, c'est le carnaval de Bindello, qui est un hommage à Césaria Evora. Ah oui, ce carnaval, qu'est-ce que c'est la fête pendant 3 jours, les costumes, même si des fois on peut penser qu'ils viennent d'un milieu modeste, mais la façon dont ils se démènent pour le carnaval, t'as l'impression vraiment que tu es à Rio, que tu es dans une grande puissance, quoi. Ouais. Alors, en revanche, vous avez été né en France, vous avez grandi à Sarcelles, et entre Sarcelles et la Porte de la Chapelle, je crois, entre exact, les deux. Oui. Je suis né à Pigalle, et à l'âge de 2 ans, mes parents sont partis habiter à Sarcelles. Et après, quand j'avais avoir 16 ans et demi, mes parents sentaient qu'à Sarcelles, c'était chaud, que j'allais commencer à peut-être aller en prison un jour ou l'autre. Oui. Ma mère, elle a senti ça, elle a dit non, on va à Porte de la Chapelle. Elle pensait que c'était le Paris, mais c'était pas Paris. Porte de la Chapelle, c'est différent de Paris, c'est encore quelque chose d'autre. C'est très particulier. Ouais. La drogue a bien circulé aussi là-bas. La drogue, le crack, les putes. Ça tout. Oui, c'était particulier, mais j'ai passé des bons moments. Alors, vos copains d'enfance, il y a Doc Gynéco, et il y a Cyril Hanouna, que vous avez connu, totalement inconnu. Ouais. Il y a longtemps, Nino, il traînait toujours à la République. Il écrivait ses sketchs. Il nous montrait à moi et Jean Rachid. On voyait qu'il voulait percer. Jean Rachid, qui était le gendre de Charles Aznavour. Voilà, exactement. Et le producteur de Grand Corps Malade. Exactement. Et Cyril, vous pensiez qu'il ferait cette carrière-là Oui, il était déjà fou. Il était déjà fou? Oui, il était déjà fou. Il avait une énergie hors du commun. Alors, votre découverte du rap aussi, c'est lié à une chanson, c'est celle-ci. Sugar Hill Gang, Rappers Delight, c'est vraiment la base du rap, je crois, ça, pour vous. Oui, c'est une des bases du rap. Mon grand frère Zé m'avait apporté une cassette.
Dès que j'ai entendu ce titre-là, il y a un autre titre qui faisait jam, jam, ajubba, jam, jubba, jubba, jam, jam, jam. Là, je suis tombé accro. Voilà. Vous savez comment est née cette chanson ? En 79, il y a l'anniversaire de Sylvia Robinson, qui est une productrice. Elle entend un rap, elle dit il y a quelque chose à faire. Le lendemain, elle crée un label et elle trouve 3 inconnus pour faire ce groupe. Ouais. Et ça a été des millions de disques. Et en fait, c'était pas des rappeurs, les 3 de Sugar Hill Gang. Et il y a carrément tout un couplet qui a été volé à un vrai rappeur. C'est pas beau, ça. Ouais, pas beau du tout. Et puis, il y a eu aussi un terrain vague à Stalingrad, où vous avez vu 2 rappeurs, Johnny Go et Destroyman, et ça a été aussi un choc pour vous. Ouais, c'est la première fois que j'entendais vraiment rapper en français. Il y avait Johnny Go et Destroyman au terrain vague de la Chapelle. Ils étaient grands, balèzes, ils avaient des coupes un peu à la banane. Ils avaient des bananes... on sortait de l'époque rock, et ils étaient imposants, ils rimaient. Dynasty, il était là avec ses platines et son générateur. Ouais. À l'époque, c'était rare de voir des choses comme ça. C'était pas aussi... Oui, c'était très 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 rare. Moi, c'est la première fois que j'ai vu 2 mecs rapper, c'était Johnny Go et Destroyman. Et après par la suite, j'ai découvert Lionel D aussi, qui est parti, qui est décédé la semaine dernière, un des premiers rappeurs aussi. Il paraît que vous avez une cicatrice sur la tête parce que vous avez pris une bouche d'aération des toilettes sur votre tête. C'est vrai? Vous avez fait une bonne enquête sur moi. C'est vrai? Oui. Un oncle à moi, il m'avait puni, je crois, dans les toilettes, il avait claqué la porte, et la bouche d'aération des toilettes en haut, elle est tombée sur la tête. Boum. Boum. Vous voyez, là, j'ai une espèce de marque, là. Exactement, ici, là. c'est ça. Ça continue. Ici, il y a un creux, carrément, là. Il y a un creux. Mais écoutez, je suis comme Calimero, j'ai la coquille fracassée. Écoutez, vous avez d'autres choses qui vont mieux, et on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 30 août 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Stomy Bugsy. Sud Radio, les clés d'une vie. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stomy Bugsy. Vous êtes à l'affiche du gymnase avec Un jour au Détroit, on en parlera tout à l'heure. Mais on revient sur une date importante de votre carrière, le 30 août 1995. Le journal de France 3 Île-de-France, il y a un sujet sur le groupe Ministère amer et on apprend que vous êtes poursuivi en justice pour des paroles extrêmement virulentes contre les policiers grâce à cette chanson. Cette fois encore la police et l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent les meutes. Sacrifice de poulet, ça a été un véritable scandale. Stomy Bugsy. Oui, on n'était pas préparé à ça. C'était sur la bande originale du film La Haine. Il y avait plusieurs thématiques sur le film. Il y avait une thématique les dealers de drogue. Il y avait ceci, il y avait ça. Et nous, la thématique qu'on nous a donnée, la thématique de une émeute. Et voilà, enfin, dans la chanson, je raconte un jeune garçon qui est issu d'un quartier, qui a perdu un de ses meilleurs amis. Et voilà, il est dans une émeute contre la police parce qu'il y a une bavure policière et il veut en découdre. Et finalement, vous avez vu un procès. C'est rare ce genre de procès que le ministre de l'Intérieur ou Charles Pasqua se déchaîne contre un groupe de musique. Oui, parce qu'on était déjà passé au travers des filets dans un premier album du Ministère amer. Il s'appelait Garde à vue. Il y avait le morceau Garde à vue et le morceau Brigitte femme de flic. Oui, ça... Donc on était déjà dans le collimateur. Il voulait notre peau. Bon, il faut savoir que Mathieu Kassovitz a appelé son film La Haine, mais qu'au départ, pour le travail, pour le tournage, il l'a appelé Droit de cité parce qu'il avait peur que la haine, ça l'interdise de plateau dans certains lieux. Je savais pas ça, ouais. Vous m'en apprenez. Et puis donc cet album a marché et le ministère amer, c'est né, c'est votre premier groupe, c'est né de 4 copains, je crois. Oui, il y avait Passy, Moda, Ahmed Day, moi. Et après, on avait une beatbox qui s'appelait Gary X. Et après, il y avait DJ Dash. Et après, il y a eu plus tard DJ Ketch. Et après, Kenzie. Voilà, Kenzie. C'était votre premier groupe? Oui. Parce que la première fois, au début, je rappais en solo. Oui. Et avec Passy, on s'était perdu de vue. On rappait déjà à l'école ensemble. Et quand je l'ai entendu sur Radio Nova rapper, j'ai été là-bas aussi à Radio Nova. C'était de là où il fallait commencer le rap, où il y avait Lionel D, tout ça. Oui, il fallait aussi commencer à Sarcelles, qui était la mecque du rap, je crois. Oui, Sarcelles, c'était incroyable. Tout le monde breakait. Ça rappait pas beaucoup, mais tout le monde breakait dans les halls, dans les Smurfs. C'était vraiment un endroit particulier. Il y avait quelque chose de magique. Alors, pour Ministère amer, A.M.E.R. il y a plusieurs explications. Il y a Action, musique et rap, agent du ministère éloquent et radical, association des malfaiteurs enfants du rap. Quelle est la bonne version?
Je sais pas, des fois, pour moi, personnellement, c'était avec moi éjaculation retardée. D'accord. Et ça surprenait les gens. C'était un jeu. Oui, là, c'est une boutade. Non, c'est agent du ministère, éloquent et radical. Parce qu'effectivement, les ministères, c'était pas votre passion. À l'époque, vous étiez un peu déchaîné contre la police. Oui, c'est pour ça on s'est dit, si les problèmes qu'on doit à régler sont dans les ministères, alors vaut mieux qu'on devienne un ministère pour pouvoir les affronter directement. Et vous avez affronté les poulets. Vous savez pourquoi on appelle les policiers des poulets ? Non. Parce que à côté du quai des Orfèvres, jadis, on vendait des volailles. Et c'est comme ça que c'est née l'expression les poulets. C'est fou, hein ? Je crois que j'avais entendu ça, mais j'étais pas sûr. Bon. Alors, il y a donc ça commence doucement parce qu'il y a eu un maxi 3 titres Traître qui est passé inaperçu. Et puis finalement, après Ministère amer, ça a complètement touché une génération. Oui. En fin de compte, Traître, le maxi. Et il n'est pas passé inaperçu. Il est arrivé comme une bombe. Il est arrivé comme une bombe dans le rap français. Il n'a pas vendu des milliers et des cents parce que on était dans une petite maison de disques. Mais sinon, tous les rappeurs conscients de Booba, Arof, au 113, tout ça, ont tous été frappés par ça là. Quand ils ont vu ce clip sur Rapline, ça a été une détonation dans le rap français. Oui, et vous avez été un pionnier du rap, Stomy Bugsy. À l'époque, c'était pas considéré comme aujourd'hui. Oui, on peut dire que j'étais un pionnier, oui. Il y avait une première vague de rappeurs comme Johnny Gold, Stromae, Lionel D. Mais moi, à cette époque-là, je breakais déjà. Je dansais hip-hop. Et après, je me suis mis dans le rap. Mais je fais partie de la première vague des rappeurs qui ont sorti les premiers disques. Quoi. Voilà. Alors, il y a eu Ministère amer pendant 1 an ou 2, et puis après, vous avez décidé de faire une carrière solo. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas vraiment à vivre de notre musique avec Passy. On était interdit de concert partout. Partout ? Bah oui, pour faire un concert de rap, il faut la signature du préfet de police. Ah bon, carrément, à l'époque. Ouais. Et Ministère amer, ça signait pas. Et donc, vous avez... il y a d'autres groupes de rap qui voulaient pas qu'on soit avec eux, associés à leur nom. Parce que vous représentiez le danger ? Non, on représentait vraiment la banlieue. Le rap, surtout le rap, c'était vraiment une élite à un moment. Une élite parisienne où c'était des privilégiés qui se connaissaient, qui se contactaient entre eux. Et nous, on était un peu les vilains petits canards. On était vraiment le village de Astérix et Obélix, les insoumis. Ouais, qui résistaient à l'envahisseur. Voilà. Et alors finalement, vous avez fait une carrière solo, et en précisant que ce qui vous intéressait, Stomy Bugsy, c'était pas l'argent au départ, c'était dire ce que vous pensiez, ce que vous aviez envie de dire. Oui, ça n'a jamais été l'argent le motif. Le motif, c'est de bousculer, de changer les choses, de crier au fort qui on était, où on voulait aller, nos revendications. Donc, c'est pour ça que dans ma carrière, même si j'ai des hauts et des bas, les bas, je les vois pas comme des bas. Il y a d'autres artistes, quand ils ont pas, ça va mal, non, je dis, quand ça va mal, tu crées, c'est pas, parce on n'a pas commencé pour l'argent, donc, non. Et votre inspiration, c'est le rap West Coast de Californie. Oui, j'aime bien beaucoup les productions de Dr. Dre, NWA, c'est ma base. C'est vrai. Et d'après mes renseignements, le premier rappeur qui commence à rapper en 83, c'est Hardcore Too Short. Vous connaissez ? Too Short, oui, bien sûr. Et ça a été la base du rap pour les Américains. Oui, il y en avait d'autres aussi, comme LL Cool J, Run DMC, tout ça, mais sur la côte ouest, Too Short, c'est un des pionniers. Alors, vous avez du succès tout seul, vous êtes double disque d'or avec votre premier album, et tout en provoquant plus que jamais, ce qui plaît à tout le monde d'ailleurs, ce qui plaît parce que vous avez un jour je crois que vous avez votre numéro de téléphone dans le journal Playboy. Oh là là, vous en savez des choses. C'est vrai ? Oui, à l'époque j'étais un peu... Mais des fois quand je retombe sur des vieilles coupures de presse, je vois mes anciennes interviews, je me reconnais pas. Pourquoi ? Il y a des choses que je reconnais pas en moi. C'était un personnage. Oui, il y a une certaine provocation, une certaine... je sais pas, ça devait être une revendication, une revanche sur la vie, je sais pas où je me mettais en show. Je me reconnais un petit peu, mais pas... Il y a des choses comme ça, là, j'arrive pas, Mais le coup du numéro de téléphone, vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. Edith Piaf, un jour, en direct à la radio, dit j'ai rendez-vous avec Pierre Brasseur, qui est un grand comédien, je suis en retard, voici son numéro de téléphone, voulez-vous l'appeler pour lui dire que je serai en retard ? Le pauvre comédien a été surchargé d'appels pendant des jours et des jours. Excellent. Alors, finalement, cet album a eu du succès, et la folie a continué avec cette chanson.
Ça aussi, c'est une chanson qui a une histoire, c'est une histoire familiale, je crois, Samy Bugsy. Oui, ce titre-là, c'est mon fils qui m'a donné l'inspiration. Comme à l'école, j'habitais à Porte-de-la-Chapelle et il avait 4 ans, je le ramenais à l'école et j'avais déjà fait ministère amer, mais pas encore ma carrière en solo. Donc j'étais encore à Lascar, donc il se passait des petites embrouilles dans le quartier. Donc souvent quand je l'amenais à la maternelle, il y avait des ragots. Voilà, il y avait des ragots. Et puis en plus, je crois que votre mère vous avait dit, il traîne pas n'importe où. Oui. Chaque fois que ma mère elle me disait, ne sors pas, reste à la maison, Gilles. Non, je sors. Dès que je sortais, je me retrouvais au poste. Voilà. Et remarquez, vous avez offert, je crois, à vos parents le plus beau cadeau qu'ils puissent imaginer, c'est-à-dire une maison au Cap-Vert. Oui. Ça, c'est presque la plus belle réussite de votre vie. Oui. C'est vrai. Je suis très fier. Alors, les tournées aussi, c'était une folie. Je crois que les filles vous suivaient, se cachaient dans la soute à bagages du bus, malgré l'interdiction. C'était l'horreur. Ouais. C'était assez incroyable. Et qu'est-ce que vous étiez heureux, vous vous amusiez? Oui, mais avec respect. Ouais. Comme j'ai une petite sœur et que j'ai des valeurs, même si je m'amusais, toujours avec respect. Déjà, des fois, je rencontre des anciennes filles qui venaient dans ces tournées-là. Elles me rencontrent maintenant, c'est des mamans, elles ont 40 ans, 45, 47. Elles me disent, tu te rappelles, une fois, j'étais en galère, j'avais raté mon bus, tu m'avais fait venir dans ta chambre, tu m'avais fait prendre un bain, et après tu m'avais donné de l'argent pour repartir pour prendre mon taxi et sans me toucher, sans rien me faire et tout. Non. Donc, Et d'ailleurs, je crois que certaines filles ont appelé leur fils Stomy. Oui, j'ai vu des enfants. J'ai vu un enfant qui s'appelle deux Stomy. Deux Stomy et un chien Stomy aussi. Oui, le chien, c'est autre chose. Et ça vous touche? Ça prouve que ça a été un énorme succès, tout ça? Ouais, ça me touche beaucoup. Ouais, c'est assez émouvant. Et aujourd'hui, avec ses hauts et ses bas, je crois que le ministère amer s'est reformé pour ses 20 ans. C'est fini totalement ou est-ce que ça va recommencer? Non, c'est fini. C'est fini parce que on était trop virulents à l'époque. Et si on fait un album qui est pas aussi virulent que les 2 derniers albums, les fans du ministère amer, ils seront pas d'accord. Donc, il vaut mieux rien faire. Voilà. Et il vaut mieux se tourner vers d'autres choses. Voilà. Et on va justement reparler de cette autre chose à travers une autre date, le 11 mars 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Stommy Bugsy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stommy Bugsy. On a parlé de notre carrière agitée de chanteur. Et maintenant, il y a une reconversion. Depuis le 11 mars, du mercredi au samedi à 21h, au Théâtre du Gymnase, vous jouez Un jour au Détroit, une pièce dont vous êtes le co-auteur et avec David Desclos qui est avec vous sur scène avec un 3e personnage. Oui, la pièce s'appelle Un jour j'irai à Détroit. Et c'est l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais qui, après être resté 4 ans dans les fronts de Stalag allemand, on est en 44, est libéré. Mais lui, juste avant ça, il s'était libéré plusieurs fois, il était rentré en résistance, etc. Mais là, ils sont libérés des fronts de Stalag allemand. Et quand ces prisonniers sortent, ils demandent à leurs officiers, leurs gradés, leur paye, leur pécule, leur paiement de captivité, parce que la guerre est presque finie, ils doivent repartir au pays. Alors on leur promet, on leur dit, allez au camp de Morlaix, et là-bas vous serez payés. Ils s'exécutent, ils vont à Morlaix. Arrivés à Morlaix, toujours pas de paiement, toujours pas de salaire. On leur dit, allez embarquer sur le bateau, le Circassia, et là-bas, à Dakar, au camp de Tcharoy, vous serez payés. Sur 2000 soldats, 315 refusent. D'où mon personnage d'Ilia Macombi. 315 refusent et ils sont jetés en prison. Il y en a qui ont pris des peines de 10 ans de prison. Il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de cette peine-là. Ça faisait 75 ans. Donc mon personnage est jeté en prison. Et quand il arrive en prison, il est interpellé par ses voisins de cellule. Dans la cellule de droite, il y a un ancien combattant qui s'appelle Marcel Brevant, un soldat blanc. Et dans la cellule de gauche, il y a un Américain qui s'appelle Igor Ladzig. Et c'est ces 3 tragédies, ces 3 personnages-là qui vont apprendre à se connaître dans la prison, malgré leurs différences. Et pourquoi ils sont là? Ils sont tous là pour des faits différents. Alors, cette pièce de Bugsy, c'est une fiction, mais inspirée d'une histoire réelle. En 1944, il y a eu un massacre qui a marqué aussi beaucoup de gens. Voilà, justement, ceux qui ont cru leurs officiers, qui ont pris le bateau, le Circassia, et qui ont été au camp de Tcharoy, arrivés là-bas, ils ont demandé aux gradés le paiement. On leur a toujours pas donné. Ils ont pris à partie un général, ils en avaient marre. Le général s'est senti vexé.
Et au petit matin, l'armée française a commandé 3 automitrailleuses. Et au petit matin, est venu et a mis des rafales de balles partout, les a tués. Il y a eu entre 300 et 400 morts. Et je crois que François Hollande, à Dakar, lors d'une visite, s'est excusé de tout ça. Oui. Il a été là-bas, il s'est excusé, mais ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu réparation. Ouais. Normalement, ces soldats doivent être réhabilités et amnistiés. Et que leurs enfants doivent être pupilles de la nation. Donc il y a encore beaucoup à faire sur ce massacre-là. C'est un mensonge d'État, c'est un crime d'État. Et les tirailleurs sénégalais, bon, c'est un corps de militaires qui s'est constitué au sein de l'Empire colonial français en 1857 voilà. et qui s'est arrêté en 1960. Et le recrutement, c'était pas limité au Sénégal d'ailleurs. Oui, on les appelle les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de toute l'Afrique occidentale. Du Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, à l'époque ça s'appelait le Soudan. Ils venaient de partout. Oui, et ils ont participé à des batailles célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale, comme la bataille de Bir Hakeim. Et je crois que Léopold Sédar Senghor les a surnommés les dogs noirs de l'Empire. Et pourquoi avoir fait cette pièce aujourd'hui ? C'est cette pièce qui nous a choisis, je pense. Moi, quand j'étais en train de mettre en scène mon ami David Desclos, qui me donne la réplique, qui joue le rôle de Marcel Brevant, moi, je suis metteur en scène de son spectacle qui s'appelle Écrou de rire. David Desclos, c'est un ancien gangster qui attaquait les banques sans armes et sans violence, car il est contre la violence et les armes. Donc, il cambriolait les banques. Donc, il a décidé d'en faire un spectacle avec plein de rédemption, plein de messages, plein de prévention. Et quand j'étais sur scène en train de lui montrer comment faire certaines scènes, je lui montrais, et lui il me disait, Tommy, il faut que tu reprennes le cinéma, il faut que tu reprennes le théâtre. Et moi, je revenais de 5 ans, presque 5 ans à Los Angeles. J'avais fait Pourquoi avoir vécu à Los Angeles pendant 5 ans, Tommy Bugsy ? Parce que ici, j'étais dans une école d'acting ici qui s'appelle Method Acting Center, formée par David Barouk. Et après, je me suis dit, j'avais tellement tombé amoureux du théâtre et de l'acting que je me suis dit, il faut que j'aille à la base à un moment, à l'école de Stella Adler, qui a formé des Marlon Brando. C'est l'acteur studio, c'est la base. Il fallait que j'aille là-bas apprendre vraiment mon métier à 100%. Oui, parce que la chanson, c'est le point de départ, l'écriture aussi, mais votre vocation d'aujourd'hui, c'est le théâtre et le cinéma. Oui, la musique aussi, je reviendrai un jour à la musique, mais c'est vrai que le cinéma, je peux dire plus de choses. Tout le monde n'aime pas le rap. Tout le monde n'aime pas le rock, le reggae ou, je sais pas, la musique électro, mais tout le monde aime le cinéma et tout le monde aime le théâtre. Alors cette pièce, Un jour j'irai à Détroit, vous l'avez coécrit avec David Desclos. Vous l'avez pas mise en scène, c'est Dominique Coupe qui l'a mise en scène au Gymnase. Et ça a été des mois et des mois de travail pour mettre au point cette pièce, non ? Oui, on l'avait écrit. À la base, ça devait être un seul en scène. Ça devait être moi et les voix du prisonnier français Marcel Brevant et de l'Américain étaient déjà enregistrées par un Américain. Donc il y avait déjà cette... Mais Dominique Coupe trouvait que le public peut-être se serait ennuyé un petit peu. Que moi sur scène avec des voix, en plus les voix, il y avait des longs dialogues et que c'était mieux de les mettre sur le côté. Et donc il a fait vraiment une belle mise en scène propre, efficace, épurée. C'est un honneur de travailler avec Dominique Coupe. Et vous avez aussi, je crois, dans les prisons et dans les centres, fait du théâtre. C'est quelque chose d'important pour vous. Oui, avec David Desclos, il y a quelques jours, on était encore à Villepinte. On va jouer le spectacle Écrou de rire, on donne des ateliers d'écriture, de musique, de rap, de slam, de théâtre, on leur fait jouer des pièces, mais tout ça d'une façon ludique et aussi avec beaucoup de débats. En fait, on échange beaucoup avec les prisonniers parce que déjà, ces prisonniers qui sont là demain, ça sera des citoyens, ils seront parmi nous. Donc leur donner les armes, leur donner la force et surtout leur montrer que voilà, tout n'est pas fichu. C'est pas parce qu'on a été en prison une fois, 2 fois. David, il a été en prison plein de fois, il a fait 10 ans en tout. Et regardez maintenant, il est aux côtés de Tommy Bugsy, il a écrit une pièce Un jour j'irai à Détroit, il joue son spectacle, leur montrer qu'il y a toujours une rédemption. Et c'est pour ça que vous êtes allé là-bas, c'est pour cette raison, parce que vous pensiez qu'il y a une rédemption. Oui, il y a une rédemption, c'est juste une rencontre, un déclic. Il y en a, leur sagesse, elles arrivent à 40 ans, d'autres à 30, d'autres à 50 ans même. On n'est jamais perdu. Non. Alors les tirailleurs, justement, il y a une marche, cette marche, on l'a retrouvée. Si le canon valait la plaine,
Ça, c'est la marche des tirailleurs sénégalais. Vous l'utilisez, vous la connaissiez? Oui, je la chante sur la pièce. Il y a un moment où Djili, il la chante. Alors, ce qui est très curieux, c'est nous, les Africains qui arrivons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourbifoyer. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Voilà. Magnifique. Et c'est une marche traditionnelle. Curieusement, Stomy Bugsy, je crois que c'est votre père qui vous a parlé de ce sujet pour la première fois. Oui, David Desclous, il m'a appelé une fois, il m'a dit, Stomy, je crois que j'ai un sujet pour faire cette pièce, pour faire la pièce qu'on aimerait faire pour toi. Parce qu'il m'avait vu à Los Angeles sur YouTube, on peut voir des extraits de moi en train de jouer le Marquis de Sade à Los Angeles en anglais. Il me dit, il faut vraiment que tu fasses du cinéma. Et donc, un jour, il m'appelle, oui, ce serait bien qu'on fasse une pièce de théâtre sur un tirailleur sénégalais. Là. Et moi, je lui dis, tu sais quoi, David? Mon père, il y a 2 semaines, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Attends, je t'envoie la capture d'écran tout de suite, tu vas voir. Et mon père, il me disait, mon fils, ça serait bien que tu fasses un jour une pièce de théâtre sur le massacre de Thiaroye. Et j'ai dit à David, c'est les ancêtres qui se manifestent. Il faut le faire. Faut le faire. Et curieusement, il y a très peu de choses sur le sujet. Il y a quelques articles, mais il y a un seul mémoire avec en exergue. Il y a de véritables morts dans la mémoire des hommes que par l'oubli. C'est un mémoire à la faculté, et c'est le seul. Eh ben. Alors, il y a Armelle Mabon, une historienne qui s'est battue, qui a fait des recherches depuis plus de 20 ans sur ça. Elle a vraiment apporté beaucoup de choses. Je crois aussi que c'est votre père qui vous a appris, Stomy Bugsy, à vous battre contre l'injustice. Oui, mon père, ça a toujours été un militant, plus jeune, communiste, les indépendances des Afriques, après plus tard socialiste, grand militant, donc toujours, quand j'étais petit, j'allais coller les affiches de Mitterrand avec lui, j'avais même pas 8 ans. Voilà, je me rappelle, une fois, il y avait une castagne avec des gens du Front National. Oui, donc c'est mon père qui m'a donné ce côté-là. Et l'art, pour vous, c'est une façon de s'engager? Oui, c'est une façon de s'engager. On touche... C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le faire par la politique, il y en a qui vont le faire par des actions. Et moi, je préfère le faire par l'art. Et l'art, en étant acteur, auteur et même producteur maintenant. Pourquoi vous êtes lancé? C'est dangereux, la production, c'est un risque, Stomy Bugsy. Oui, mais si tu veux contrôler, pour voir comment faire ce que tu veux et qu'on n'édulcore pas trop ton œuvre, t'es obligé de contrôler. Parce que si tu écris quelque chose et on te dit, ah non, ça c'est trop, ça non... Après, on te dépossède de ce que tu as écrit. Après, je dis pas si on me donne des bonnes idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est pour ça qu'on bosse avec Dominique Coub. Voilà. Mais quand ça va à l'envers de ce que tu veux raconter, vaut mieux produire. Oui. Et l'un de vos plus beaux souvenirs, en revanche, c'est un tournage avec Catherine Deneuve dans Belle Maman. Oui, je lui avais écrit une chanson. Gabriel Aguillaume, le metteur en scène, le réalisateur du film, il m'avait demandé de lui écrire un titre, ce que j'ai fait. Et donc, je lui ai envoyé le titre et elle adorait. Elle a dit, OK, je chante la chanson, mais à condition que Stomy vienne me coacher en Martinique. C'est pas désagréable. La classe. J'ai dit, OK, je arrive tout de suite. Et ça s'est très bien passé, parce qu'elle a l'air froide et sérieuse, mais c'est quelqu'un de très joyeux. Très joyeux. On a dansé le twist, on a dansé le rock ensemble, on a dansé du zouk ensemble. C'était une soirée fantastique, très très grande dame. Oui. Ouais. Et maintenant l'avenir, alors c'est quoi? C'est le cinéma, c'est la chanson, c'est encore le théâtre? Pour l'instant, c'est le théâtre et à un moment je reviendrai dans le cinéma et après je reviendrai dans la musique aussi. Parce que j'ai plein de belles chansons que j'ai enregistrées que je les mets de côté. Oui, parce que vous dites aujourd'hui la maturité, je l'ai, mais la sagesse, non. Je pense qu'il me reste encore quelques années. Je pense que quand on a 7 fois 7 ans, 49, quand on a 7 fois 7 ans, 49, c'est là que la sagesse suprême, elle arrive dans la spiritualité africaine. Mais pour l'instant, j'ai que 47. Oui, donc il y a encore un peu de temps. Et vous avez envie de tout faire finalement, comme depuis toujours. C'est-à-dire vous avez envie de faire du cinéma, de la chanson, tout vous passionne. Oui, l'art me passionne.
si j'avais le don de même peindre, un jour ça me trotte même dans la tête parce que j'ai des bonnes idées de peinture. Peindre, voilà. Oui. La photo aussi. J'aime bien aussi faire des photos. Je suis assez doué en photo. La photo, peindre. Ouais, dès qu'on peut changer les gens, toucher les gens surtout, par l'art, c'est fantastique. Et vous le faites en ce moment au gymnase, donc avec Un jour j'irai à Détroit, mise en scène par Dominique Coub, et je recommande à celles et ceux qui vous suivent de venir vous découvrir dans votre métier de comédien. Merci. Et dans la pièce, il y a à côté de moi David Desclos et Cyril Gale, voilà, qui fait le rôle de l'Américain. Un trio infernal que nous irons voir. Merci Samy Bugsy d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Merci, c'était excellent. Eh ben merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.